disposition par cette démarche. Donc, à commencer évidemment par le référentiel écoquartier, qui est un référentiel vu comme un outil méthodologique à destination de toutes les personnes intéressées. Il est composé de 20 engagements répartis dans 4 dimensions, qui sont la démarche et le processus, le cadre de vie et les usages, le développement territorial et l'environnement et le climat. Donc, c'est un outil qui a vraiment été développé pour tous les projets d'aménagement durable qu'il y ait un objectif de labellisation ou non. Et ce référentiel, donc l'ensemble de ces engagements ont été déclinés en sous-notions qui donnent des exemples et qui posent des questions plus précises sur chacun des engagements du référentiel. Pour votre information, l'intégralité de ce référentiel est téléchargeable sur le site, dont je vous donnerai le lien tout à l'heure. Et il y a également dans ce référentiel complet des exemples territoriaux d'écoquartiers qui ont appliqué ce référentiel. À titre d'information, voilà la carte actuelle des écoquartiers dans la région. Il y a actuellement 43 écoquartiers labellisés au titre du label national. Et à noter qu'il y a environ un quart de ces écoquartiers qui sont en milieu rural. Pardon. Alors, un autre outil qui est mis à disposition de tous dans le cadre de la démarche écoquartier, ce sont les formations à l'aménagement durable. C'est un plan national de formation qui est décliné sur l'ensemble des CVRH, les centres de valorisation des ressources humaines en France, qui sont des formations sur des thématiques pluridisciplinaires de l'aménagement durable, qui sont des formations gratuites et ouvertes à tous les participants intéressés. Il y a à l'heure actuelle 12 formations qui sont disponibles dans ce cycle. Je ne vais pas vous les citer tous tout de suite. Par contre, je voulais vous donner 2 ou 3 exemples. Il y a par exemple l'articulation de l'aménagement durable et les documents de planification, le montage économique des opérations d'aménagement durable. Actuellement, un sujet qui est émergent également, c'est l'aménagement durable qui serait favorable à la santé. Donc, vous verrez, toutes ces formations sont disponibles sur la plateforme Écoquartier également. Alors, le label Écoquartier tel qu'il est conçu, sous la présidence de M. Florent Bercot, qui est maire de Laval et qui est le président actuel de la Commission nationale Écoquartier. Donc, ce label Écoquartier a été créé en 4 étapes à l'heure actuelle, qui sont des étapes qui sont faites pour suivre l'avancée, l'état d'avancement du projet, qui commence par d'abord le quartier en projet, puis le quartier au moment où il commence le chantier, le quartier une fois livré, et 3 ans après la livraison, une évaluation de l'atteinte des objectifs initiaux. Donc, comme je vous en parlais, la plateforme Écoquartier, dont on va vous donner le lien également dans le chat, Corinne. Cette plateforme Écoquartier, vous pourrez à l'intérieur, enfin dans les onglets, y trouver ce que je disais tout à l'heure, donc les formations à l'aménagement durable, à la fois une description du cycle et la publication des formations au fur et à mesure de leur déploiement sur le territoire. Vous y trouverez également tout ça en public, de la documentation thématique, y compris le référentiel complet Écoquartier dont je vous parlais tout à l'heure. Vous trouverez également, si ça vous intéresse, l'ensemble du descriptif et du fonctionnement de la démarche de labellisation. Pour demain soir, c'est pas encore fait. Ah, il faudrait couper les micros. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Est-ce que vous pouvez bien le couper? Merci. Donc, oui, vous pourrez y retrouver des exemples d'opérations labellisées qui sont accessibles en public. Et si vous souhaitez des informations, des outils complémentaires, vous avez également, en rentrant le département auquel vous appartenez, vous trouverez le contact Ville Durable qui est à votre disposition en DDT. Alors, un autre site qui n'est pas spécifiquement Écoquartier, mais qui est bien utile et que certains d'entre vous doivent déjà connaître, c'est le site Aide Territoire, le site Aide Territoire au pluriel. Donc ça, c'est un site qui est destiné à vous permettre d'identifier les aides auxquelles vous pouvez prétendre, que ce soit des aides en termes finance ou en termes ingénierie.
Afin de trouver les aides qui peuvent vous être utiles, il vous suffit d'indiquer votre territoire, donc une commune, une intercommunalité par exemple. Ensuite, vous choisissez une ou plusieurs thématiques en fonction des thématiques qui peuvent vous intéresser. C'est des thématiques très diverses, ce n'est pas uniquement la vie durable, enfin, en tout cas l'aménagement, mais ça peut être la culture, la mobilité, ça peut être l'urbanisme ou les bâtiments. Et ensuite, une fois que vous avez identifié les thématiques, voire les sous-thématiques qui vous intéressent, vous allez voir apparaître l'ensemble des aides financières ou en ingénierie qui vous seraient utiles. Dans ce descriptif de chacune des aides, vous trouverez le porteur de l'aide, la nature de l'aide, donc si c'est justement une aide financière ou en ingénierie. Vous trouverez également la récurrence, à savoir si c'est une aide permanente ou si c'est une aide ponctuelle, et ça indique également le calendrier. Donc, c'est un outil qui vous aide vraiment à identifier les aides auxquelles vous pouvez prétendre en fonction du projet que vous souhaitez mettre en place. Voilà, j'en ai fini. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par écrit ou ultérieurement, vous pouvez me contacter ou contacter via la plateforme le référent en DDT qui pourra vous être utile. Ok, merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Marie-Christine, allez-y. Oui, moi, du coup, non, bah, ça fait rien. J'ai eu une petite perte de mémoire. Oui, je voulais savoir au niveau des… Oui, ça y est, au niveau de l'urbanisme durable et donc les différents dispositifs que vous présentez, est-ce que les CAUE aussi peuvent être, je dirais, des relais dans le cadre des aménagements, notamment lorsqu'il s'agit des communes un petit peu avec un patrimoine et qui veulent concilier ce patrimoine avec des nouvelles visions d'aménagement du territoire? Oui, tout à fait. Ils font partie des partenaires des collectivités sur les sujets d'aménagement durable. Donc, je sais que tous les départements n'ont pas de CAUE, malheureusement, à l'heure actuelle dans la région. Mais effectivement, ce sont des partenaires. Ils font partie de nos partenaires, notamment dans la démarche écoquartier. Et ce sont des partenaires très utiles pour beaucoup de projets d'aménagement durable. Oui, il ne faut pas hésiter à les contacter. D'autres questions? N'hésitez pas aussi à utiliser le chat si vous avez des questions, parce qu'entre vous, il y a plein de réponses que vous pouvez apporter, même entre vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et ma collègue Fabienne, de toute façon, aussi recensera les questions qui vous viennent au cours des interventions. Oui, effectivement, il y a un commentaire de Véronique Masson, qui est la référente écoquartier ville durable en DDT de la Haute-Marne, et qui ajoute que, évidemment, dans le cadre des consultations sur l'aménagement durable des DDT, leurs architectes et paysagistes conseils sont évidemment à la disposition pour compléter la vision technique des questions et des interrogations dans ces projets. Merci Véronique. Merci. Adeline, donc vous nous présentez justement les démarches, les outils que peuvent apporter la région dans sur la question d'urbanisme durable. Oui, alors j'ai partagé mon écran. Je ne sais pas si… Il faut peut-être que je passe en plein écran. Oui, il faut cliquer sur… voilà. Ça y est, je pense que c'est bon. Non, là, on a 2 diapos. Alors, je ne sais pas trop. Alors, autre option peut-être. Masquer le mode présentateur. C'est ça, oui. Il faut masquer le mode présentateur que tu as… Il le proposait sur le clic droit. Sur le clic droit, tiens. Et cette fois-ci, c'est bon pour vous? Oui, là, vous pouvez cliquer sur l'icône qui est en bas à droite, à côté du curseur. En bas, vous descendez votre flèche là, à droite.
Descendez à droite et il y a un petit truc là, à côté du curseur. Voilà, là. Vous cliquez dessus, on l'a en plein écran en principe. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai 2 écrans et sur un de mes écrans, je suis passée en plein écran et pas sur l'autre. Bon, écoutez, est-ce que tout le monde voit bien? Ou alors, il faut que je transfère l'écran Zoom sur mon autre écran. Oui, on voit bien sinon, il n'y a pas de bien, là, souci. déjà comme ça, c'est Ok. pas mal. Bon, bah, C'est déjà allons-y pas comme ça. mal, oui, oui, oui. Allons-y comme ça alors. Allez-y, Adeline. On y va comme ça. Donc déjà, avant de faire une présentation détaillée de l'appel à projet urbanisme durable, je voulais quand même un peu replacer les choses dans le contexte du SRADET. Donc, pour rappel, notre schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires se décline en une stratégie en 30 objectifs. Et l'objectif 12, c'est généraliser l'urbanisme durable pour des territoires attractifs et résilients. Donc, dès lors que le SRADET a été validé en phase d'application, le service aménagement au sein duquel je travaille a revu tous ces dispositifs pour les transformer en dispositifs d'aménagement durable. Donc aujourd'hui, normalement, tout projet d'aménagement, d'urbanisme soutenu par la région devrait être un projet d'aménagement durable. Après, on sait bien que dans la pratique, du jour au lendemain, se diriger vers ce type de projet durable, ce n'est pas forcément évident pour les collectivités, notamment les collectivités de petite taille qui n'ont pas beaucoup d'ingénierie. Ça demande quand même un apprentissage, une méthode. Donc, on a revu nos dispositifs en intégrant des principes d'éco-conditionnalité qui, pour l'instant, se déclinent à la fois sous la forme de préconisation, d'incitation ou d'obligation. L'objectif pour la région, c'est vraiment d'accompagner les territoires vers des projets d'aménagement et d'urbanisme durable, mais pas de vous assommer tout de suite en mettant la barre très haut, beaucoup trop rapidement. Donc aujourd'hui, tous nos dispositifs doivent permettre donc de promouvoir une gestion responsable des ressources et l'adaptation au changement climatique en intégrant les préoccupations liées à la place de la nature en ville. Tout projet doit limiter l'imperméabilisation des sols dans la logique éviter, réduire, compenser, avec des projets donc, présentant idéalement un coefficient de biotope de 0,8. Donc, coefficient de biotope, on parle aussi parfois de ratio de végétalisation. C'est tout simplement sur la surface qui va être aménagée, le rapport entre les surfaces imperméabilisées et désimperméabilisées. Les projets que nous accompagnons doivent aussi proposer une gestion intégrée des eaux de pluie, favorisant l'infiltration in situ qui tendent vers le zéro rejet, le zéro réseau. Et puis, idéalement, toutes les constructions ou les rénovations qu'on accompagne aujourd'hui doivent aller vers du BBC compatible, des constructions, des réhabilitations exemplaires, voire vers du passif. Alors, je vais vous présenter rapidement déjà nos différents dispositifs. Donc, je passe volontairement vite. Après, je vous mettrai les contacts de différents collègues si toutefois vous aviez des questions sur ces dispositifs-là. Donc, par exemple, notre dispositif d'entrée de gamme, j'ai envie de dire, c'est soutien à l'amélioration du cadre de vie et des services aux proximités. C'est un dispositif qui est plutôt réservé aux communes de petite taille. La région accompagne 1 ou 2 projets d'ici 2026 avec des subventions qui vont de 100 000 à 200 000 euros. Et là, comme c'est vraiment le dispositif pour les plus petites communes, on n'impose rien, mais on préconise. Donc, on a à disposition des communes un vade-mecum qui donne des conseils, par exemple, sur le choix des matériaux. Est-ce qu'il faut aller plus sur des résines drainantes, sur des bétons caverneux, sur des dalles alvéolées? On a aussi une présentation, par exemple, des espèces végétales à privilégier, des espèces plutôt locales qui résistent aux conditions climatiques, non allergisantes. Et puis, on a un volet aussi sur tout ce qui concerne la gestion des eaux de pluie. Donc là, on est vraiment sur du conseil, sur de la préconisation. On a ensuite un autre dispositif, soutien aux centralités rurales et urbaines. Donc là, c'est un peu notre dispositif phare qui s'adresse aux villes de rang 1 et 2 de l'armature urbaine du SRADET. Donc là, ce dispositif, il est réservé aux villes qui se sont déjà lancées dans une étude de revitalisation avec une stratégie, une programmation opérationnelle.
Et là, la région met une enveloppe de 600 000 € pour les centralités rurales et 1 million pour les centralités urbaines. Et compte tenu de cet effet un peu zoom de la politique régionale sur ces territoires, là, on impose, sous réserve de contraintes techniques, hein, bien évidemment, on impose de la requalification d'espaces publics qui intègrent bien ces logiques de désimperméabilisation des sols. Et puis, pour tout ce qui concerne les constructions ou réhabilitations, là aussi, on impose, sauf contraintes techniques, des réhabilitations ou des constructions en BBC compatibles. Autre dispositif, c'est le dispositif de soutien aux investissements au titre de la politique de la ville. Donc là, seuls les quartiers, les QPV, hein, les quartiers, quartiers politiques de la ville, tout simplement, leur espace vécu ou les quartiers de veille active donc, sont éligibles. Là, l'intervention de la région, elle est assez faible puisqu'on n'intervient qu'à 10% avec des subventions plafonnées à 100 000 €. Donc là, pour avoir un effet un peu plus incitatif, pour pousser ces communes à aller vers de l'aménagement durable, on bonifie nos subventions de 10% dès lors qu'elles respectent bien le recyclage du foncier, la gestion alternative des eaux de pluie, voilà toutes les différentes préconisations. Et dernier dispositif, qui est un dispositif assez lourd, c'est le dispositif de soutien à la résorption des friches et des verrues paysagères. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'inciter les communes à recycler leur foncier. Là, on est vraiment dans l'esprit du ZAN. On les incite aussi à aller vers la dépollution. Et là, le dispositif est assez généreux puisqu'on peut intervenir à 40%, plafonner à 1 million sur la phase de dépollution, désamiantage, remise à plat des terrains et 40% ensuite sur les phases de reconstruction, d'équipement ou de renaturation. Donc voilà, ça, ce sont nos 4 dispositifs d'aménagement, donc d'aménagement durable, où on passe soit de la préconisation à l'incitation à l'obligation. Et donc, en haut de cette pyramide de dispositifs, on a l'appel à projet urbanisme durable avec une session 2021 qui vient de se terminer au 30 novembre. On aura 2 sessions pour 2022, une au 30 juin et une au 30 novembre 2022. Et donc là, l'appel à projet urbanisme durable, il est réservé donc aux communes de moins de 50 000 habitants pour des projets qui sont portés soit par les communes, soit par leur interco, éventuellement par des SEM ou des SPL. Et donc sont éligibles les projets à vocation mixte, hein, liant habitat, maintien, développement des commerces et services de proximité. Donc là aussi, ce qu'on attend, par exemple, sur le volet maintien des services et commerce de proximité, ça va varier selon la taille de la commune. On ne va pas attendre la même chose de la part d'une commune de 3 000 à 4 000 habitants que d'une commune de 50 000 habitants. Ce qu'on entend par maintien des services, dans certains cas, ça peut être tout simplement le maintien d'une agence postale ou le maintien d'un multiservice, par exemple. Mais il faut bien être dans le cadre d'un projet global d'aménagement. Donc, ces projets, ils doivent aussi s'inscrire dans des opérations de renouvellement urbain et ou de densification du tissu urbain. Tout projet en extension urbaine n'est pas éligible. Et donc, on est sur des projets vraiment transversaux où l'objectif pour nous, c'est de financer donc, tout ce qui concerne l'intervention sur l'espace public à travers l'appel à projet et puis, si possible, de cumuler cette aide avec d'autres aides, soit de la direction de la cohésion des territoires ou des aides aussi de la direction de la transition énergétique et écologique avec des aides éventuellement sur tout ce qui concerne les constructions exemplaires. Donc, ces projets, ils doivent être pensés en lien avec les grands principes de l'urbanisme durable et les enjeux du SRADET. Alors, dans l'idéal, même si on a conscience que pour une commune qui se lancerait pour une première fois dans ce type de projet, ce n'est pas forcément évident de cocher toutes les cases, mais dans l'idéal, donc ces projets doivent être mis en place avec une gouvernance pluriacteur, des outils de concertation et de suivi. Donc, on impose quand même un exercice de démocratie participative avec la mise en place d'ateliers où la population est amenée à co-définir, à co-construire les projets de manière à s'assurer vraiment d'avoir un projet qui corresponde bien aux attentes de la population et pas un projet hors sol. Ces projets, ils doivent aussi contribuer à améliorer le cadre de vie en favorisant le lien social intergénérationnel,
en mettant en place, par exemple, des espaces de rencontre, des aménagements récréatifs et de bien-être, comme une aire de jeu pour enfants, des agrès de sport pour adultes. L'objectif est là aussi de valoriser la qualité urbaine, paysagère, architecturale, et éventuellement avec l'histoire du site. L'objectif de ces projets doit aussi être de développer la nature en ville, avec des projets donc, qui laissent la part belle à la végétalisation, une part aussi plus importante à l'eau. Enfin, il y a plusieurs communes qui aujourd'hui font le choix, par exemple, de découvrir des cours d'eau qui ont été couverts il y a déjà quelques années. Donc, c'est vraiment le retour de la nature en ville pour des projets qui s'inscrivent dans la trame verte et bleue, voire la développent, l'augmentent. Ces projets, ils devront aussi donc, favoriser la désimperméabilisation des sols. Hein, c'est ce fameux coefficient de biotope de 0,8. Et donc, on impose qu'il y ait une prise de contact avec l'une des 3 agences de l'eau qui couvrent le Grand Est pour que vraiment toute la partie gestion intégrée des eaux pluviales soit gérée avec une agence de l'eau, puisque ce sont elles qui ont vraiment la technicité dans ce domaine. Et puis, elles ont aussi aujourd'hui toute une série d'aides, que ce soit pour des phases d'études ou des phases travaux qui sont très intéressantes. Donc là aussi, l'objectif, c'est un peu de mutualiser les crédits entre les agences de l'eau et la région. Autre point, donc les projets doivent renforcer les fonctions de centralité grâce au développement et un accès facilité aux services et commerces de proximité. Pour tout ce qui concerne éventuellement la production de logements, donc on doit bien favoriser la réhabilitation du bâti, la résorption de la vacance sans consommer davantage de foncier. Sur ce point, côté région, on a aussi des dispositifs, que ce soit dans le cadre des OPA communs avec l'ANA ou d'autres dispositifs pour lutter contre la vacance en centre-bourg qui peuvent être cumulés à l'appel à projet. Donc, l'objectif, voilà, c'est aussi de promouvoir des réhabilitations, constructions exemplaires passives. Un point aussi sur la mobilité alternative avec la mise en place de pistes cyclables, de chemins piétonniers. Et puis, si possible, avoir des projets qui s'orientent vers une démarche de chantier vert ou des chantiers avec des chartes chantiers à faible impact environnemental, vraiment dans le but de limiter aussi les impacts de ces chantiers sur l'environnement, des chantiers qui favorisent par exemple le réemploi sur site. Donc, encore une fois, l'objectif, dans un premier temps, ce n'est pas forcément de cocher toutes les cases, mais vraiment d'aller vers cette méthodologie. Et donc, les dépenses qui sont éligibles, ce sont les études préalables de faisabilité au préopérationnel. Donc là, on intervient à 50% plafonné à 100 000 € de dépenses éligibles. Donc, ça fait une intervention de la région à hauteur de 50 000 €. On prend aussi en compte tous les frais d'AMO, à 30% plafonnés à 100 000. Et puis, pour les investissements en eux-mêmes, donc on prend les investissements correspondant à une réelle plus-value environnementale, toujours dans le cadre d'un projet d'aménagement global. Donc, c'est tout ce qui concerne les aménagements avec des revêtements perméables, les matériaux locaux, la végétalisation, le mobilier urbain écologique, les aires de stationnement perméables, les voies favorisant les déplacements doux, tout ce qui concerne la gestion naturelle des eaux de pluie, et puis ensuite les équipements enterrés de collecte de tri sélectif, les aires de jeu et les arrêts d'activité de mise en forme de plein air, et puis les jardins partagés, et pourquoi pas d'autres dépenses qui nous paraîtront pertinentes au moment où on analysera les dossiers. Donc là, le taux d'intervention, il est de 30% plafonné à 1 million. Donc globalement, on peut monter jusqu'à 330 000 € de subventions par dossier. Et donc, comme on a conscience que ces dossiers sont compliqués à monter, notamment pour les communes de petite taille dépourvues d'ingénierie, la région va lancer début 2022 une AMO qui sera totalement prise en charge donc par la région. Elle sera réservée donc, aux villes de moins de 10 000 habitants dépourvues d'ingénierie et hors PNR, puisque les PNR ont de leur côté déjà réalisé ce type d'accompagnement gratuit pour certaines de leurs communes. Donc là, c'est plutôt par souci d'équité territoriale où on va désormais intervenir hors PNR.
Donc, il est prévu qu'un bureau d'études consacre 20 jours, dont 9 jours passés sur site, pour accompagner les communes qui nous solliciteraient, donc pour travailler sur l'ébauche d'un projet avec donc, un travail de démocratie participative assez lourd. Et en fin de résidence, déjà, voilà, un pré-programme d'établi avec des esquisses, un estimatif d'opération. Et puis, si nécessaire, donc s'il est utile, on va dire, de lancer encore une phase étude plus poussée, là, pareil, ce bureau d'études pourra accompagner les territoires dans la rédaction du cahier des charges, dans la phase d'analyse des offres. Et normalement, au terme de la résidence, ces communes pourront voilà, déposer un dossier au titre de l'appel à projet. Alors, je suis peut-être allée un peu vite, mais en tout cas, pour tout ce qui concerne l'appel à projet urbanisme durable et l'AMO en urbanisme durable, c'est moi qui suis référente. Donc, j'ai précisé mon email et mon numéro de téléphone. Et puis, pour tous les autres dispositifs d'aménagement durable, donc là, le référent varie selon le territoire. Donc, j'ai précisé les adresses de nos 3 assistants, enfin, sur Strasbourg, Metz et Châlons. Donc, vous pouvez les contacter et puis ils vous réorienteront vers la bonne personne. Merci beaucoup, Adeline. Effectivement, on enverra, comme je le disais dans le chat, on enverra les supports, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'informations. Vous n'allez pas tout retenir, c'est normal. Donc, on vous enverra les supports des intervenants de ces prochains jours. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Adeline Henry? Pas pour le moment. Alors, je vous propose une petite pause parce que là, maintenant, du coup, là, tout le monde, toutes les personnes qui devaient arriver sont arrivées. On va vous faire un petit sondage pour savoir qui. On devait être 60, mais finalement, nous sommes 32. Pour savoir un peu qui on est là ensemble. Alors, petite question. Là, il s'agit de répondre. Vas-y, vous voyez les questions? Tout le monde voit les questions? Oui, parfait. Adeline, est-ce que vous pouvez couper le partage d'écran? Oui. Merci. Merci, Adeline. Donc, vous voyez s'afficher, là, vous répondez. Donc, quelle est votre fonction? Et on a une idée de… Marie-Christine, ce n'est pas dans le chat qu'il faut répondre, c'est directement dans le sondage. Oui, Corinne. D'accord, c'est fait. De même que si vous écrivez sur votre cahier, on ne va pas pouvoir voir ce que vous écrivez. Hein. Non, là, non, quand même pas, Corinne. Là, ça y est, j'ai répondu. Allez-y. C'est bon, tout le monde a répondu? Oui, quasiment. Ok, bon. 48%. On regarde les résultats? Oui, vas-y, Fabienne. Alors, donc, 48% un élu. 19%, ben, vous les voyez, un technicien de collectivité, 19% représentant de l'État. 15% de citoyens, bravo. Et 15% de autres personnes. Alors, autres personnes, je pense que vous devez être des représentants des universités et peut-être des entreprises, je ne sais pas. On passe au sondage suivant? Oui. Donc, c'est pour savoir de quelle ancienne région vous venez, avoir une idée de la répartition géographique. Ah, la Lorraine… Effectivement, il y a des personnes qui couvrent les 3 régions, c'est un peu compliqué. La région Grand Est, par exemple. Ah, mais les Alsaciens, nos amis alsaciens sont quand même pas mal là. Ouais. Alors, oui, on voit directement les résultats, en fait. Hein. Ce n'est pas la peine que j'affiche les résultats. Tout le monde voit on voit quand même qu'il y a une prédominance de la très nette, hein,
Un participant sur 2 vient de l'ancienne région Lorraine quand même. Mais l'Alsace n'est pas loin derrière. Hein. Voilà. Bravo les Alsaciens. Et puis, 6 personnes de Champagne-Ardenne. C'est pas mal non plus. Et dernier petit sondage Ouais. avant d'enchaîner. Alors, est-ce que vous êtes engagé dans une opération d'urbanisme durable? La question est difficile parce Oui. que… Engagé à quel niveau? Oui, c'est ça. Est-ce qu'un SCOT peut être engagé en termes, je dirais, de véhiculer la notion d'urbanisme durable? Oui. Okay. Vous pouvez mettre oui. Gauthier, les résultats s'affichent sur l'écran. Je vois que vous ne voyez pas les résultats. Ils doivent s'afficher sur l'écran. Les résultats, je ne les ai pas. En fait, je ne sais pas si vous, les participants, est-ce que vous voyez les pourcentages? Ou il n'y a que nous qui voyons? Non, Fabienne, on a vu le premier, mais on n'a pas vu les deux autres. Eh ben, je vais partager. Ok. En fait, nous, ouais. Bon, ok, mais je vais afficher les résultats de celui-là alors. Oui. Parce que je pensais que vous voyez, on voit pas la même chose que vous en fait. Donc, faut faire voilà, je pense qu'on arrive. Ouais. Donc, alors là, tout le monde a voté, quasiment. Donc, je vous partage le résultat. Voilà, donc… Donc, on est à peu près sur 1/3 oui et 2/3 non. Ok. Sachant que la question est ambiguë et que tout le monde ne peut pas répondre aussi. Hein. Oui. Il y a des personnes qui ne sont pas concernées. Ok. Et merci beaucoup. Ça fait quand même 9 personnes qui ont répondu oui. Hein. Super. Bon, eh bien, écoutez, maintenant, je vais donner la parole à Salvatore Larocca. Donc, nous avons 2 témoins d'élus sur 2 projets très intéressants. Voilà, donc un sur un écoquartier et puis un deuxième sur un éco-lotissement. Salvatore Larocca, à vous. Merci d'abord de m'avoir permis d'être avec vous ce soir et de vous présenter ce projet. Et puis, je dirais un merci tout de suite, parce qu'après, je vais l'oublier, à ceux qui m'ont accompagné dans ce projet, parce que ce n'est pas le projet de Salvatore Larocca, c'est vraiment un projet collectif. À la fois, je rencontrais un petit peu les élus qui étaient avec moi au conseil municipal à cette époque. On a commencé en 2010, mais aussi, vous allez le voir, des intervenants extérieurs et plus particulièrement des responsables associatifs qui nous ont accompagnés. Et là, je voudrais saluer la mémoire d'un des architectes d'une association qui s'appelait l'association A4 sur Metz, Raymond Poinsin, architecte qui est disparu depuis. Mais je voulais aussi citer Jean-Yves Massé, Didier Enerblay, Sylvain Knecht, Elisabeth Spielmann, Christelle Stuka, un certain nombre de militants associatifs qui nous ont accompagnés dans ce projet. Alors, je suis Salvatore, j'ai 70 ans, j'ai un lourd passé associatif et je vais peut-être un peu trop souvent vous parler d'éducation populaire dans mon exposé ce soir. Mais en fait, j'ai tout appris dans les mouvements d'éducation populaire et pendant près de 50 ans, j'ai milité pour terminer les 10 dernières années à diriger des grandes structures de l'économie sociale, des mouvements associatifs, mais aussi une association très intéressante en Moselle qui s'appelle l'ADEPA à Vigy, l'association d'éducation populaire et de plein air de Vigy, que je dirigeais à l'époque et où j'ai commencé un gros chantier de rénovation. Et en faisant ce chantier de rénovation, j'ai découvert beaucoup de choses sur l'environnement, d'abord, puisque l'ADEPA, c'était un lieu de formation, aussi de sensibilisation à l'environnement, mais aussi en travaillant sur la rénovation des bâtis, j'ai compris un certain nombre d'enjeux qui m'ont guidé ensuite, lorsque j'étais élu dans ma commune de 1000 habitants, de 1800 habitants, à monter ce projet d'aménagement citoyen et d'habitat écologique. Donc, c'est un vrai projet communal, hein, c'est l'écocité à la croisée des chemins. Moi, sur mon écran, je ne vois pas toute la diapo, elle est un peu coupée, mais ce n'est pas grave. Si on peut le réduire la diapo, mais ce n'est pas évident. Donc, on a porté un projet, je dirais, un petit peu utopiste, parce qu'en 2010, parler dans une commune de 1800 habitants d'un projet d'écoquartier, c'était un peu fou, c'était vraiment de l'utopie, mais avec la persévérance de mes collègues, de mes compagnons dont j'ai parlé à l'instant,
cette utopie, elle est devenue une utopie constructive et aujourd'hui, cet écoquartier est terminé. La dernière maison a été habitée il y a quelques mois seulement. Mais vous voyez que c'est un long périple, c'est pratiquement 10 ans d'histoire que je vais essayer de vous raconter en 20 minutes. Ça va être très difficile pour moi parce que je suis plutôt bavard. Mais habituellement, je prends 2 heures pour raconter cette histoire et là, on va prendre 20 minutes et on va rester dans les attendus de notre soirée. C'est de vous dire pourquoi on a été emballé par ce projet et comment on s'y est pris dans les premières années pour le mener à bien. Une autre fois, peut-être, pour ceux qui seront intéressés, je vous raconterai la suite de l'histoire. Voilà, donc je vais faire un petit signe chaque fois pour la diapo, hein, si on peut se mettre d'accord pour faire avancer la diapo. OK. Merci. Et donc, Distrov, c'est une petite commune, donc je disais de 1800 habitants, située près de Thionville. Thionville, à 20 minutes de Luxembourg. On est dans une zone nord-mosellane très attractive. On doit être une des rares régions où la démographie est encore en développement. Et bien sûr, ça construit à tour de bras dans tous les petits villages autour de Thionville jusqu'à la frontière luxembourgeoise avec des prix qui deviennent affolants au niveau des terrains. Il y a une véritable attractivité du Luxembourg qui se traduit chez nous par la construction de lotissements, mais malheureusement encore aujourd'hui, des lotissements tout à fait standards, dirigés par des promoteurs qui divisent une parcelle à la verticale et à l'horizontale, point final. Et donc, c'est une histoire, une situation particulière de notre commune, très bien située près de Thionville et du Luxembourg, mais en même temps une commune, on va le voir sur la diapo suivante, une commune qui a eu des problèmes, qui a encore aujourd'hui des problèmes financiers, parce qu'on a très bien vécu les 30 Glorieuses. Il y avait une belle cimenterie à Distrov qui s'est transformée après en une usine de transformation pour des engrais chimiques. Je peux vous dire qu'on a produit beaucoup de tonnes d'engrais chimiques à Distrov. Et malheureusement, en 1990, les grandes industries se sont éteintes et malheureusement, la commune avait, sous les 30 Glorieuses, et à cette belle époque-là, souscrit des emprunts quasiment toxiques sur de la longue durée. Et donc, on s'est retrouvé dans les années 2010, lorsque j'étais au conseil municipal, dans l'opposition, dans une situation financière assez difficile. Donc, moi, j'étais élu dans l'opposition, c'était mon premier mandat. Nous étions 7 opposants pour 8 dans l'équipe du maire. Donc, on avait vraiment du temps de parole et on arrivait à échanger. Et bien sûr, comme je l'ai raconté, beaucoup de demandes de logements sociaux, beaucoup de demandes d'habitation, beaucoup de demandes de construction. Et donc, très vite, le maire nous a fait la proposition de construire le 8e lotissement en 30 ans. On était en train de s'étaler sur notre territoire, à bouffer des terres agricoles, bien sûr. Hein. Mais là, comme on avait droit à la parole, on a bassiné le maire jusqu'à ce qu'il accepte que ce soit un écoquartier. Donc, c'était une démarche intelligente de la part de notre maire. Moi, je lui tire toujours mon chapeau parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident de nous faire confiance et voire même, tout en étant dans l'opposition, il me confiait le pilotage du conseil, enfin du comité de pilotage sur ce projet. Donc, ce n'était pas neutre comme confiance et j'étais très heureux de porter ce projet. Mais très vite, de mon opposition et de mon conseil municipal, j'avais compris, on peut peut-être aller à la diapo suivante, voilà, qu'il fallait absolument qu'on dégage des moyens financiers en faisant cette opération. Donc, il fallait que ce soit un lotissement communal, on ne passerait pas par des promoteurs ni par des agents immobiliers, on maîtriserait tout au niveau de la commune et on essaiera de répondre aux nouvelles demandes d'habitat très variées et même de logements sociaux, alors que notre commune n'était pas du tout obligée de faire des logements sociaux. Nous, on avait vraiment envie, on avait compris qu'il y avait un vrai besoin là-dessus. Et puis de respecter, bien sûr, c'était le résultat de ma formation et de mon périple, de mon cheminement face aux problématiques environnementales. Nous voulions absolument rentrer dans une démarche environnementale basée sur les 3 piliers du développement durable que vous connaissez bien et que je rappelle dans la diapo suivante. Mais c'est des basiques pour vous tous, je crois, dans cette séquence de vie binaire. Bien sûr qu'il fallait allier l'économique, on en avait vraiment besoin, le social, puisque l'expression elle était très forte, mais nous souhaitions que ce soit un écoquartier, donc il fallait qu'on travaille sur cette
sur ce concept-là, si on peut appeler ça un concept, sur les réalités du développement durable. Mais on l'a saisi à bras-le-corps. Donc, on était en 2011. Et très honnêtement, moi j'ai une formation de dessinateur industriel et donc j'ai aucune connaissance urbanistique et voilà, donc j'avais tout à apprendre avec mes copains du conseil municipal et nos opposants qui étaient aussi des copains. Il fallait qu'on apprenne tout. Et on va passer à la diapo suivante. Et, parce qu'on ne peut pas comment dire, inventer un écoquartier comme ça juste parce qu'on en a envie, quoi. Et donc, on a fait le choix d'un accompagnement extérieur. Moi, j'avais remarqué que quand moi je parlais d'environnement, quand moi je parlais de développement durable et d'écologie, c'était toujours moi qui en parlais, une grande gueule dans l'opposition. Mais nul n'est prophète en son pays. Et je me suis dit que c'était vraiment pas une bonne idée que de continuer à s'entêter comme ça sur ce rôle de pilote tout seul dans mon coin en disant moi j'ai raison, vous avez encore rien compris. Donc on a fait le choix et j'avais emballé le maire à l'époque pour qu'on dépense de l'argent comme on dépense de l'argent pour un bureau d'études qui va travailler sur les conduites d'eau, sur les trottoirs. On a dépensé un peu d'argent, on a engagé un peu d'argent pour être accompagné par 2 associations extérieures. Natura 4, dont je parlais un petit peu tout à l'heure, une association sur Metz, dans laquelle on trouve des militants associatifs et professionnels, des architectes, des urbanistes, des sociologues, des gens vraiment qui avaient envie de se mouiller la chemise sur ce concept de quartier durable. Et puis, comme j'avais accompagné l'ADEPA dans son projet, j'avais aussi des copains à l'ADEPA qui étaient très férus, par exemple, d'habitat durable, de ventilation double flux, de maisons passives, etc. Et donc, j'ai décidé et j'ai proposé à mon conseil municipal de nous laisser, non pas guider, mais de nous laisser accompagner par ces 2 structures extérieures qui sont venues nous accompagner. Et je pense que c'était une clé essentielle dans la réussite de notre projet, parce qu'ils nous ont pas seulement tenu la main, ils ont aussi tenu la plume, ils ont aussi écrit tout ce qu'on a fait pour qu'on n'oublie rien. Pour qu'on ne lâche rien tout au long des 10 années de ce projet par rapport à nos utopies de départ. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout et je pense que c'était vraiment une très, très bonne idée d'avoir avec nous ces responsables associatifs, ces militants, ces citoyens engagés dans des valeurs et dans les valeurs partagées. Je pensais déjà à l'époque qu'il nous fallait un triptyque pour réaliser un projet comme celui-là. Et je le disais aussi, tout simplement, dans les démarches citoyennes, dans nos villes, dans nos villages, à travers les mouvements d'éducation populaire. Et quand je vous dis éducation populaire, pour nous, pour mes compagnons et pour moi, c'est une démarche qui doit permettre à nos concitoyens de devenir auteurs et acteurs de la vie dans la cité. Ce concept-là, comme je vous l'ai dit, il m'a guidé tout au long de ma vie quasiment. Et donc, je voulais aussi l'appliquer là, dans ce dernier parcours que je pouvais mener dans ma commune. Et pour une fois qu'on était élu et qu'on prenait un petit peu la main, c'était essentiel pour nous de rester dans ce concept. Et donc, je parlais d'un triptyque pour réussir notre pari. Il nous fallait bien sûr des élus motivés, il nous fallait des responsables associatifs extérieurs qui viennent nous accompagner. Et après, on a aussi choisi, bien sûr, des vrais techniciens, des professionnels qui nous ont apporté leurs compétences. Et il nous fallait aussi les concitoyens. Et c'est à travers ce triptyque-là qu'on a commencé à construire notre projet. On va passer à la diapo suivante. Et donc, la première chose qu'on a faite, c'était de la formation. Alors, je mets là en titre la formation des élus, mais on verra tout à l'heure, c'était aussi la formation des citoyens et voir la formation des futurs acquéreurs, des familles qui allaient choisir de venir habiter là. On leur a appris ce que c'était, non pas un écoquartier, mais ce que c'était une maison intelligente, une maison bien conçue, une maison économe en énergie. Mais pour arriver à cela, on est passé tout d'abord par de la sensibilisation des élus au principe du développement durable, parce que c'était du charabia à cette époque-là encore, et on était très peu à pouvoir en parler. Et donc, nous voulions absolument partager avec tous ceux du Conseil qui le voulaient, avec 3 séquences de formation, avec beaucoup de convivialité, casse-croûte, saucisson, vin rouge, tout ce qu'il fallait pour qu'on ait plaisir à être ensemble. Mais c'était, je pense, aussi essentiel, avec du recul aujourd'hui, pour que ça fonctionne,
il fallait que nous nous approprions non pas seulement un langage commun, mais une acculturation un petit peu autour de ce concept d'urbanisme durable. Et puis, on avait demandé l'intervention en termes de formation toujours d'un urbaniste, un professeur de l'école d'architecture de Nancy, qui est venu nous parler d'architecture et d'urbanisme durable. C'était passionnant et il nous a retourné la tête et il a convaincu même des hommes et des femmes qui n'étaient pas du tout attirés par ces réflexions. Et ça a été, encore une fois, un élément très important dans le démarrage de notre projet. Et puis, on avait fait venir un thermicien vosgien de haut vol, un peu théâtreux comme ça, qui est venu en 2h30 nous dire que c'était la fin des énergies fossiles, qu'on était au pied du mur avec ce qui se pointait en termes de dérèglement climatique. On est en 2010, toujours, hein, je me rappelle. Et à la fin de cette séquence-là, on avait compris qu'il fallait qu'on construise autrement et qu'on essaye d'accompagner nos concitoyens dans cette démarche-là. Ça ne se ferait pas tout seul. Et encore une fois, ça passe que par de la, moi je dis sensibilisation, formation. Ça fait toujours peur aux élus quand on te dit il faut se former. Les élus, ils n'aiment pas trop être formés. Ils croient qu'ils savent tout quand ils ont été élus. Mais nous, on pensait le contraire et qu'il fallait vraiment se former. Mais c'est valable aussi pour nos concitoyens. Si on veut qu'ils s'intéressent au sujet, si on veut qu'ils mettent le pied à l'étrier, il faut passer du temps avec eux. Et il faut apporter cette sensibilisation, voire pour certains, une formation. Alors, je fais une petite parenthèse à cette heure-ci. Il y avait une des premières familles qui était venue. J'ai souvenir encore, voulait construire une maison en aglo avec un chauffage central au gaz, parce que le gaz allait arriver dans le village, etc. Et puis, in fine, au bout d'un an et demi de travail avec nous, avec toute l'équipe, ils ont fini par construire une maison en ossature bois, une maison passive. Je crois que c'est une des plus belles maisons passives que je connaisse aujourd'hui encore. Et c'était assez exceptionnel, je dirais, comment on a pu, chemin faisant, apporter des idées nouvelles et emmener les gens dans une démarche complètement inattendue pour eux, complètement inattendue pour le couple, quoi. Donc, je pense que c'est un des éléments qui fait que c'est un beau projet pour nous, vraiment passionnant, quoi. Et puis, on ne voit pas tout en bas, moi je ne le vois pas sur mon écran, on a aussi été avec les élus faire des visites, des réalisations dans des régions voisines, en Wallonie, en République fédérale allemande, mais aussi au Luxembourg. Et c'était grâce au Carrefour des Pays Lorrains à l'époque, dans le cadre d'échanges Interreg ou d'échanges, je ne sais plus comment on les appelait à l'époque. Habitreg, c'est voilà. un projet européen. Oui. J'ai appris beaucoup de choses et les quelques élus qui venaient avec moi dans ces échanges, dans ces visites, après, Natura 4 nous a aussi amenés à Tübingen, en Allemagne, etc. On a découvert des choses qu'on n'avait jamais entendu parler. Donc, l'urbanisme durable, c'est quelque chose, à cette époque-là, mais je pense encore aujourd'hui, complètement nouveau. Quand je parlais d'utopie tout à l'heure, c'était un peu de la folie, quoi. Pour les opposants dans notre conseil municipal, on était des doux rêveurs et on était un peu fous. En plus, on est un village rural, on a encore 6 grandes fermes, 6 exploitations agricoles dans notre village, pas des petites. Et donc, on avait en face de nous, y compris des élus agriculteurs qui nous regardaient de travers, voir qu'ils pouvaient tout nous démonter et démonter tout ce qu'on racontait. Voilà. On va continuer parce que je suis assez bavard, toutes mes excuses. La méthode qu'on a suivie, en fait, je parlais, on va revenir en arrière. On a zappé une diapo, voilà. Vous voyez les petites flèches à droite, en fait, j'ai présenté exprès à l'envers, mettant le 1 en partie basse, vous voyez, que je parle. On a voulu vraiment faire un travail collaboratif, un travail de participation. Excusez-moi, Salvatore, est-ce que quelqu'un peut couper son micro parce qu'il y a des bruits parasites qui… Fabienne, si tu peux couper les micros des personnes pour ne pas gêner la… Ouais, je m'en occupe. Merci. Désolée, voilà, Salvatore. on profite de la pause. Est-ce que je suis audible? Tout va bien? Vous avez bien Oui. Est-ce que vous voyez bien la diapo? Parce qu'elle apparaît bien sur mon écran, mais apparemment… Très bien. Ça apparaît très bien, il n'y a pas de problème. Merci. Parfait. Merci à vous. Et donc, on a voulu absolument que ce soit une démarche qui démarre du bas et qui progresse, et en emmenant avec nous le plus grand nombre, y compris le plus grand nombre de nos citoyens. Après, je ne rêvais pas non plus que tous les citoyens du village allaient s'intéresser à cela. C'était essentiellement les familles qui avaient envie de renouveau, qui avaient envie de construire et qui voulaient
bien sûr, participer dès le début à ce projet. Mais ensuite, on a eu, bien sûr, tous les futurs habitants qui venaient des villages voisins de Thionville, voire de Metz, qui venaient travailler avec nous. Je dois le dire ici, c'était un gros travail. En fait, on a passé beaucoup de temps. On a passé entre 40 et 60 réunions comme ça sur les 2-3 premières années pour se sensibiliser, pour se former, pour parler à nos futurs citoyens et aux citoyens du village. Et c'était intéressant parce que le point 5, vous voyez, l'analyse de l'identité et du contexte de la commune, et ensuite même une étude sociologique qu'on avait confiée à une sociologue de l'association dont je parlais tout à l'heure, ça nous a beaucoup aidé, même nous, jeunes élus ou nouveaux élus, à comprendre notre village et surtout à entendre, à comprendre ce que disait le directeur de l'école, ce que disait la boulangère, ce que disait la dame du bureau de tabac, ce que disaient nos concitoyens de tout âge. Ça a été très riche de comprendre l'ensemble des enjeux. Alors, on va passer à la diapo suivante, où on va, voilà, où je voulais, cette diapo-là, j'ai eu du mal à la dessiner, parce que je voulais partager avec vous et avec tous ceux qui s'intéressent à cette démarche-là. Il faut à tout prix favoriser une démarche systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire seul, on ne peut pas séparer les problèmes, il faut qu'on prenne à bras le corps un ensemble de composants. Je parlais tout à l'heure du triptyque des acteurs, mais on va le voir maintenant dans la suite. Il faut qu'on prenne en compte de manière systémique un ensemble de paramètres, un ensemble de sujets, que si on n'a pas cette démarche systémique, on ne peut pas réussir un tel projet. Et là, avec beaucoup de chance, en 2012, je crois, je tombe un peu par hasard sur un appel à projet de la région Lorraine, notre ex-belle région Lorraine, avec un appel à projet sur l'urbanisme durable, avec l'obligation d'avoir une approche AEU. Moi, approche AEU, je ne savais pas ce que c'était, bien sûr, je l'ai trouvé très vite sur le net. Et en fait, comme Jourdain, on ne faisait pas de la prose, mais on faisait de l'AEU sans le savoir. On avait mis les pieds dans notre projet, pas dire en respectant à la lettre les consignes de l'AEU, mais on était tout à fait dans la démarche, et surtout que ce que l'AEU nous déclinait ensuite comme méthodologie, on va le voir, en abordant les 10 ou 12 points très particuliers. Si tu cliques, on va peut-être voir encore une fois les trois thématiques qu'on abordait avec l'AEU. Ça a été pour nous consolidant parce que c'était ça qu'on avait envie de faire et on était en train de le faire. Et donc, l'approche AEU, nous, on l'a découvert comme ça par hasard, mais ça a été pour nous essentiel. C'est plus que de la méthode, c'est de la méthodologie. Si on n'avait pas eu ça en main, on aurait raté la moitié de ce qu'on avait envie de faire. Et encore une fois, c'était en marchant qu'on apprenait avec, encore une fois, les intervenants extérieurs. Et très vite, on va le voir sur les diapos suivantes, il fallait faire le choix, des choix drastiques. Il fallait choisir, c'est-à-dire qu'à plusieurs, nombreuses réunions, même, on était avec nos post-it, avec des photos, on était en train de décliner qu'est-ce qui était important pour nous, élus, qu'est-ce qui était important pour les concitoyens, qu'est-ce qui était important aux yeux de nos accompagnants extérieurs, de ne pas rater dans ce projet. Mais ce n'est pas tout de parler, à un moment donné, on était face au mur, mais il fallait choisir. Choisir, c'était renoncer. Il fallait choisir en premier ce qu'on voulait mettre en premier, en deuxième ce qu'on voulait mettre en deuxième, etc. C'était une belle expérience d'abord de travail collectif, mais aussi de méthode, parce que c'est comme ça qu'on a pu décliner ce qu'on va voir sur les diapos suivantes. Donc, on est toujours dans le début du projet. Hein. Là, on est en 2013. Et comme je le disais, l'AEU nous permet de hiérarchiser les enjeux. Je ne vais pas vous les lire, hein. Vous les avez sous les yeux, vous allez plus vite que moi à les lire. Mais voilà, on a eu là cette capacité d'abord de ne rien oublier et surtout de prioriser. Et ça devenait, chemin faisant et pas à pas, ça devenait notre écoquartier. Parce qu'on avait choisi, nous, ce qu'on voulait mettre en premier. On voulait que la gestion des eaux pluviales, qu'il n'y ait plus une goutte d'eau qui retourne à la Bibiche, c'est la petite rivière qui est en bas du village, parce que régulièrement, elles lions les champs de nos amis agriculteurs. Mais c'était aussi pour des raisons économiques, c'était aussi parce qu'on voulait que tout le monde ait une citerne de récupération d'eau de pluie pour ne plus déverser de l'eau potable dans nos toilettes pour évacuer nos excréments. Ouais, chaque sujet était intéressant à développer et encore une fois, on a partagé des réflexions qui nous ont permis de faire en sorte que ce projet devienne vraiment notre projet
et ça nous a guidés pour tout le reste de cette aventure. Donc, je vous laisse découvrir. Ce soir, je ne pourrai pas vous exposer en détail ce qu'on a réalisé. Vous ne verrez pas la fin de la réalisation, ce sera peut-être une autre fois. On va se contenter ce soir de vous raconter comment on s'y est pris, et pas seulement comment on s'y est pris, mais les moyens qu'on a mis à l'œuvre pour réussir ce pari. Pour se lancer, effectivement. Pardon ? Oui, je dis, pour se lancer justement dans ce projet ambitieux. Voilà. Très bien. Et donc, on les classé par priorité. Voilà. On va continuer. Et à partir de ce travail-là, bien sûr, on a eu des temps forts dans les 2 années qui ont suivi, parce qu'il fallait choisir quel terrain on allait acheter, parce que c'est la commune qui voulait tenir la main et qui voulait avoir la main sur le terrain, sur la partie financière et sur l'achat des terrains. Il fallait choisir l'équipe d'urbanistes et d'architectes, non pas des 2 associations qui nous accompagnaient, celles des vrais professionnels, pas des vrais, des professionnels attitrés qui allaient nous accompagner sur notre projet. On était, je vous l'ai dit, faire pas mal de visites. On réunissait, on avait ce qu'on appelle chez nous dans notre coin les cafés clatch. Le soir, on vient boire un café, on boit un verre de vin blanc en réfléchissant sur le projet. Et on s'est rendu compte qu'on devait répondre aussi à des besoins individuels. Chaque famille venait avec ses propres projets, avec ses propres idées. Il fallait avoir du collectif. Et chemin faisant, on a même abordé un projet d'habitat participatif. Donc, pour vous dire que le collectif était intéressant à aborder. Malheureusement, on le verra peut-être plus tard, ce projet d'habitat participatif, c'est un des rares éléments du projet qu'on n'a pas tenu, qu'on n'a pas réussi, parce que c'était très complexe dans un village de 2000 habitants de trouver les participants. On va continuer. On parlait j'ai une question là sur la biodiversité, oui, parce qu'on avait compris qu'il fallait qu'on soit très vigilant sur la protection de la biodiversité, mais en même temps, on le verra sur une toute dernière diapo, je vous dirai combien d'arbres fruitiers on a plantés, combien de haies on a plantés et combien de plantes vivaces on a plantées. C'est un peu ahurissant. On nous a dit qu'on était un peu fous, parce que ça nous semblait très important dans notre écoquartier de privilégier, de protéger la biodiversité, mais aussi de la développer et d'être exemplaire là-dessus. Je fais une anecdote, c'est en faisant ce travail-là sur la biodiversité avec une autre association qui était venue nous parler, c'est un conservatoire des espaces naturels de Lorraine. Quelques mois après, on a décidé, on était un des premiers villages du Nord Mosellan à éteindre la lumière la nuit, parce qu'on avait compris que ce n'était pas bon pour la biodiversité et pour nos insectes que d'avoir de la lumière la nuit. Et puis en même temps, c'était des économies d'énergie. Bref, je ne peux pas faire trop long. Il fallait qu'on achète un terrain, donc on a acheté un terrain en bordure du village. On voit un peu sur la photo, sur l'image, qu'il y avait déjà des prémices de construction à gauche, à droite. C'était pour une grande surface d'anciens vergers plus ou moins abandonnés à l'extérieur du village, et puis un petit peu quand même, quand je dis un petit peu, au moins la moitié, et au moins presque 3 hectares de terre agricole qu'on a quand même grignoté pour ce projet. Voilà, à regret, mais ça nous a ensuite amené à modifier notre PLU et à construire dans les dents creuses et à privilégier la construction à l'intérieur du village. Mais voilà, il fallait qu'on le réalise, ce lotissement. On continue. Dans les choix qu'il fallait faire, ce terrain-là, c'était aussi parce qu'on épousait la forme du terrain de manière idéale, parce qu'il avait une pente régulière de 5% pour l'évacuation des eaux pluviales. C'était très intéressant, il ne fallait pas qu'il y en ait trop, mais il fallait qu'il y en ait un petit peu. Et puis, il y avait surtout une exposition plein sud très favorable pour les maisons bioclimatiques et la réflexion sur le bioclimatique. Qu'on a porté ensuite pour dessiner les rues, les ruelles, les impasses et la position des maisons. C'est la diapo suivante. On peut passer à la diapo, voilà. Moi, je sais pas, j'ai supprimé quelques diapos parce que c'était beaucoup trop long. Voilà, par exemple, une image de ce qu'est le lotissement. Vous voyez que les rues sont courbes. On a même des arcs de cercle, mais vous imaginez, on a le petit dessin à droite, le soleil il est au sud, là, vous le voyez, dans l'axe donc vertical de la diapo, et on a fait en sorte que 90% des maisons, elles soient orientées quasiment plein sud,
parce que le bioclimatisme apporte énormément dans les économies d'énergie. Et on a travaillé sur les ombres portées, etc. Donc, on a un vrai travail avec les professionnels pour qu'on ait respecté ça. Mais la petite anecdote, c'est que ce dessin, avec ces courbes-là, on a mis aussi 3 réunions pour y arriver. Et puis, pas pour nous vanter, mais ce sont les élus qui ont dessiné les courbes et qui ont dit on veut les impasses, on peut tourner autour des impasses, mais on veut qu'il y ait le maximum de maisons exposées plein sud. Et avec nos amis architectes et urbanistes, on a dessiné, vous voyez, des petits lots de maisons en bande, parce qu'on voulait faire du logement social qu'on a quand même réalisé en partie seulement, parce qu'on voulait faire une trentaine de logements sociaux, on n'en a fait qu'une douzaine, parce qu'on n'a pas trouvé les bailleurs sociaux qui viennent travailler chez nous, parce que les aides de l'État, on n'est pas dans la bonne zone, on n'est pas dans la bonne classe, donc il n'y a pas d'aide de l'État pour les bailleurs sociaux, on a eu beaucoup de mal, et c'est complètement incohérent à faire des logements sociaux. Mais quand les maisons, elles sont comme en bas, ici à droite, en biais, c'est qu'elles sont jumelées, elles sont accrochées les unes aux autres, aux 2 entrées de lotissement, on a mis des maisons en bande, pour, là, encore une fois, aller chercher quelques économies d'énergie, parce que des maisons collées l'une à l'autre, on gagne en termes d'isolation sur le bâti. Voilà, très, très rapidement sur le lotissement, comment il a été conçu. Mais c'était juste pour aborder des quelques éléments qu'on pourrait encore beaucoup plus développer sur tous les points particuliers que l'AEU nous a apportés en termes de réflexion et en termes surtout de décision, de choix stratégiques qu'on devait prendre. On va passer à la diapo suivante. On a là une petite vue extérieure, c'est encore pas une vraie photo. Aujourd'hui, on pourrait prendre cette même vue en photo. Les arbres ne sont encore pas à cette hauteur-là, mais on a fait des gros efforts pour avoir des cheminements doux que vous apercevez là tout autour et à travers l'écoquartier. On a planté, on va le voir tout à l'heure, quantité d'arbres assez impressionnante et certains sont venus avec l'idée de mettre des arbres fruitiers. Et puis aujourd'hui, cet été, on a eu la chance de voir les premiers gamins grimper aux arbres pour aller chercher des cerises ou des mirabelles. Donc ça a fonctionné et je suis très, très heureux. On va continuer encore. Quelques chiffres pour les élus qui sont avec nous ce soir. Voilà ce que ça a donné en termes de chiffres. Le marché des travaux, c'était 1,6 million. Voilà les quelques chiffres, mais je ne vais pas tous vous les argumenter. On a réalisé 96 logements, 22 maisons jumelées, dont je vous parlais tout à l'heure, des appartements en logement collectif. Ces 14-là, malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de ce projet, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que le bailleur social, au dernier moment, n'a pas pu honorer cette prestation parce qu'il n'avait pas les aides de l'État. Mais 34 maisons individuelles et 26 maisons en bande. 9 415 mètres carrés d'espace de biodiversité, on en parlait tout à l'heure avec les vergers. Vous voyez les chiffres. Aujourd'hui, je me demande comment on a pu s'embarquer dans une telle dépense, mais après, je vous dis comment. Ouais, 184 arbres, 3525 haies. Autour de toutes les ruelles, de toutes les rues, on a planté des haies. Et aujourd'hui, vous vous baladez dans le lotissement, on voit des haies partout. Et les oiseaux sont là avec nous partout. Et puis, les 15 000 plantes vivaces, c'était peut-être une erreur de notre paysagiste, on en a mis beaucoup trop. Au bout d'un an, une bonne moitié n'ont pas résisté au réchauffement climatique. On a eu quelques soucis, tant pis pour ces plantes vivaces. Il y en a beaucoup moins encore aujourd'hui, mais les haies et les arbres sont là et c'est essentiel pour nous. La commune, à cette époque-là aussi, on a décidé, le prix de la parcelle de l'art pour certains de Champagne-Ardenne ou de Vosgiens, ça fait peur. Mais aujourd'hui, on est monté à 22 000 ou à 23 000 euros de l'art dans les parcelles mises à disposition dans les lotissements de notre région. Et c'était le dernier point d'orgue que notre commune, que nous les élus, on voulait porter pour encourager nos concitoyens à faire des maisons intelligentes, des maisons passives. On a attribué un bonus de 5 000 euros pour toutes les familles qui allaient jusqu'à porter un projet de maison passive. Bon, je ne le vois pas tout en bas, mais ce n'est pas grave. Donc, on a restitué à la fin des projets et 5 000 euros aux familles qui avaient réalisé une maison passive parce qu'on les avait tellement bassinés qu'on s'est dit aussi à un moment, il faudrait peut-être les encourager. Et comme on avait en tout cas décidé d'en prendre les moyens, on a opté pour cet accompagnement de 5 000 euros pour les familles. Voilà, on va continuer.
Donc, on a eu beaucoup, on va encore appuyer, peut-être qu'il y a des choses qui apparaissent. Voilà, comme je le disais, on a fait beaucoup de rencontres avec beaucoup de convivialité avec les futurs acquéreurs, justement pour les aider. Parce que la plupart d'entre eux ne savaient pas du tout ce que c'était qu'une maison passive. C'était du charabia. Comme ça l'était pour nous au départ, ça l'était pour eux. Et donc, on a pris plaisir avec un certain nombre de soirées avec nos fameux militants associatifs de l'ADEPA et de Natura 4 pour encourager nos citoyens à aller vers ces maisons à très basse consommation, voire des maisons passives. On peut encore continuer d'appuyer. On a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a essayé de faire pousser un habitat participatif, un groupe d'autopromotion et d'habitat participatif. C'est très difficile. On garde l'espoir qu'un jour, ça pourra se réaliser ailleurs dans le village. Et puis, c'est ce projet-là qui devait aussi servir à nos concitoyens. On se faisait plaisir, nous, élus, on savait pourquoi on voulait faire un écoquartier. Mais ce qui était le plus riche, je pense, dans cette expérience, c'était la manière dont nos concitoyens se sont appropriés le projet et qu'aujourd'hui, je voudrais, dans les mois qui viennent, parce que je ne suis plus maire maintenant, j'ai raccroché là, à 70 ans, mais je crois que je vais réaliser un sondage auprès de nos familles pour savoir comment ils vivent cet écoquartier et s'il y avait des choses à améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et s'il y a des choses qui sont très bien. Voilà, qu'on se le dise pour que éventuellement on puisse corriger les choses et voir où encourager d'autres sur ce chemin-là. On va continuer. Salvatore, il vous reste 2 minutes. Voilà, j'arrive au bout. Ce projet, comme je vous l'ai dit, à l'époque, on a répondu à un appel d'offres de la région Lorraine et de l'ADEME dans le cadre des quartiers durables en Lorraine, ça s'appelait comme ça, et on a obtenu quand même, ça ressemble étrangement à ce que la région vient de nous présenter tout à l'heure, on avait obtenu une aide de 46 000 € pour les études préalables et une aide de 250 000 € pour les réalisations d'aménagements vertueux, plus particulièrement tout ce qui touchait à la gestion des eaux pluviales, au bassin de rétention, au cheminement d'eau et bien sûr à la plantation des végétaux. Je suis presque au bout pour les 2 minutes qui me restent. Donc, si je dois dire quelque chose encore, c'est d'important, ou que je considère important dans notre projet, c'est de vous rappeler cette démarche systémique. Il faut vraiment s'accrocher sur cette capacité que l'AEU nous permet, mais que votre équipe devrait vous permettre, c'est à tout prix de bosser dans cette démarche systémique. Et puis, si j'avais des conseils aussi à rappeler, c'est la place de la communication. Donc, tout ce travail, on avait la chance que des copains de l'ADEPA tenaient la plume, faisaient un compte-rendu de chaque rencontre. Tout ce qu'on disait, on l'écrivait pour pouvoir se le rappeler plus tard, pour pouvoir se dire ça, vous ne l'avez pas respecté, ça, il faut faire un effort là-dessus, etc. Et c'était très important. Mais en même temps, le fait de tout écrire, ça permet de communiquer. On a beaucoup été aidé par la presse locale. Hein. On a vu des très beaux articles sur notre démarche. Je pense que la communication, c'est essentiel aussi dans un projet comme celui-là. Et parlant de communication, vous aurez, je pense que Corinne, tu as dû le prévoir, on a écrit 3 documents sur ce projet. Un document qui présente l'écoquartier, un document qui présente la démarche. On a écrit un peu dans le principe de l'éducation populaire, tous formés, tous formateurs. On a écrit un petit peu comment on a procédé, ce que je vous raconte là. Et puis, un 3e livret sur l'habitat participatif et intergénérationnel, parce qu'à un moment donné, on garde toujours l'espoir, j'espère qu'un jour, ça prendra forme, d'avoir un espace d'habitat partagé, d'habitat solidaire et intergénérationnel. On pensait à quelques familles qui seraient possibles demain par rapport à la problématique des personnes âgées. On n'ira pas mettre toutes les personnes en maison de retraite et qu'il y aurait peut-être des sujets intéressants à travailler sur un habitat à la fois partagé, à la fois solidaire, animé par des citoyens qui accueilleraient dans un espace adapté des personnes âgées. Voilà un petit peu le projet. Je regrette de ne pas avoir pu être plus bavard. Je le ferai peut-être une autre fois. Mais je pense que vous aurez beaucoup de documents à votre disposition pour en savoir plus. Voilà, toutes mes excuses si j'ai été un petit peu long ou brouillon.
Merci beaucoup Salvatore pour ce projet très intéressant. On retient l'importance de la communication, du travail de formation aussi, enfin de la formation des élus, tout le travail aussi avec les habitants et puis cette vision systémique, ça c'est vraiment très important. Donc, Fabienne vous a mis dans le chat les liens sur les 3 documents que Salvatore a évoqués, mais nous vous les enverrons, de même que la vidéo, des bouts de vidéo que je vais passer pour illustrer les propos de Marie-Thérèse Dansouana-Ravenne. La vidéo vous sera également communiquée via un lien WeTransfer parce que ça va être très lourd. On ne peut pas vous le mettre dans le chat pour le moment. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est on enchaîne avec le projet de l'écolotissement de la Ronceraie. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat et on répondra. Soit Salvatore peut vous répondre dans le Oui, chat. là, je vais pouvoir le lire. Je vais pouvoir lire un petit peu les questions qu'il y a dans le chat. Voilà. Et puis sinon, on les posera à l'oral. Ouais. Très bien. Il y en a une. Ouais. Alors, Marie-Thérèse, il y en a une. Pendant que je vais chercher la vidéo, vas-y, tu peux. Je viens d'arriver dans le chat. Alors, parce que là, moi, je vais chercher le. Marie-Thérèse, vous pouvez commencer. Je vais chercher la vidéo. Oui, entendu. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, mon propos devait démarrer par un petit morceau de vidéo que Corinne va nous envoyer. Mais je me présente rapidement. Je suis donc Marie-Thérèse Dansouana-Ravenne. J'étais maire de Verny de 2008 à 2020. J'ai raccroché en 2020 parce que l'âge étant là, mais je ne vous dirai pas mon âge. Je dépasse simplement Salvatore. Donc, voilà. Mais tout s'est très bien passé. C'était un choix de ma part et la suite est assurée. Alors, Corinne, vous êtes prête pour la vidéo? Oui. Alors, voilà, on y va. Nous sommes dans l'attente. À vous. Vous avez vu la vidéo? Ah non, on n'a rien vu. Ah, vous n'avez rien vu? Ah non, non, non. Ah, désolée, je croyais que… moi, j'étais en train de la regarder. On n'a rien vu du tout, non, non. J'étais en train de la regarder toute seule, alors désolée. Eh bien oui, Corinne, on n'a rien vu. Ah bah, écoutez, excusez-moi, je recommence. Oui, d'accord. Vous la voyez là ou pas? Non. Bon, alors attendez. Ah bon. toujours pas, Corinne. Et là? C'est bon. Oui. Bon. Merci. Marie-Thérèse? Oui, bah oui, moi je me suis précipitée sur… vous m'entendez? Oui, très bien. Et je ne vois plus rien parce que tout à coup mon niveau de batterie était faible alors que j'étais en charge. Mais ça s'était débranché. Alors, comment je fais la Zoom, programmée en toute simplicité? Je suis complètement sortie. Bah, nous, on vous entend très bien. La vidéo est passée ça s'est arrêté à la situation de Verny. Comment je peux faire là pour ajouter Zoom à votre… Oh, c'est quoi ça? Comment je peux faire pour revenir? On vous entend, Marie-Thérèse. Est-ce que vous nous entendez? Oui, moi j'entends bien, j'entends. Bon, donc tant pis, j'y vais, j'aurai aucune image, c'est pas grave. Hein.
Donc, comme vous venez de le voir, Berny donc, est une petite commune au sud de Metz, fait partie donc de la communauté de communes du Sud-Messin, plus petite communauté de communes de Moselle d'ailleurs, située près de l'aéroport régional. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Alors, moi, je vais commencer par les motivations de la commune. Hein. Pourquoi on en est arrivé à ce lotissement, à cet écolotissement? J'ai été donc élue avec mon équipe en 2008 et nous avions déjà le souci du développement durable, donc un peu comme Salvatore, hein, on était un peu précurseurs. Donc, on avait une certaine philosophie et je vais faire référence à Pierre Rabhi parce que souvent, durant toutes ces années, et c'est ce que j'ai fait avec mon équipe, chacun fait sa part et si chacun fait un peu, nous pourrions préserver notre capital terre. Donc, à Berny, c'est ce qu'on a essayé de faire. Certaines actions, entre autres, par exemple un verger communal, l'achat d'un parc, le parc du château et son aménagement, les jardins partagés sur le principe de la permaculture, la construction d'une halle également avec l'installation d'un marché hebdomadaire. Donc on était un peu précurseurs, il faut le dire, et l'extinction de l'éclairage public la nuit. Réélu en 2014, donc dans cet esprit, on a continué et c'est là qu'on a eu l'idée donc du lotissement écologique et communal. Alors communal, j'insiste là-dessus parce que nous avons fait le choix de ne pas confier à un promoteur comme à Distrof. Hein. Nous voulions garder la maîtrise pleine et entière du projet et nous voulions garantir le fruit de la vente des parcelles aménagées au profit donc de la collectivité, pour l'intérêt général bien sûr des habitants de la commune. Alors, on avait repéré déjà un terrain, il a fallu acheter 2 autres parcelles et nous sommes arrivés à un terrain beaucoup plus petit que celui de Distrof, puisque nous avons un terrain de 1,6 hectare à aménager. Alors là, j'aurais souhaité la deuxième vidéo, oui, si c'est possible. Je la passe. Oui. Dites-moi si j'y vais. Alors, et vous me dites si c'est bon. Oui, mais je vois rien. Ben, les autres me diront. Je peux faire pour revenir, donc je vais essayer de. Oh, voilà. Vous entendez là? Ah, moi je vous entends. Ah non, j'entends pas la vidéo, non. Est-ce que les autres participants? Non. Non, on n'entend pas la vidéo, Corinne. On voit rien. Ok, attendez, je reviens. Les petits problèmes du live. Hein. Ouais, c'est bon. Enfin, c'est bon, ouais. Ouais, mais il faut que je cale au bon endroit. De manière plus équilibrée. Une dimension humaine que je n'ai pas retrouvée sur les autres opérations classiques. On a posé excusez-moi, c'est de réflexion. Une commune a un autre choix, c'est-à-dire qu'elle souhaite maîtriser l'urbanisme, parce que une commune, un conseil municipal, son objectif, c'est aussi répondre à l'intérêt de la population. À vous, Marie-Thérèse. Oui, alors effectivement, maîtriser, hein, ça a été répété par notre assistante à maîtrise d'ouvrage. Donc des questionnements, bien sûr, on en a eu beaucoup et des doutes aussi. Serions-nous à la hauteur? Est-ce que nous aurions l'énergie nécessaire? Une petite commune, hein, 2000 habitants, donc vous savez ce que c'est pour certains, pas de service à disposition, donc c'est plus compliqué. Et financièrement aussi, quel risque pour la commune allions-nous prendre? Et est-ce que nous aurions l'adhésion de tous? Alors, on avait la volonté, c'est vrai, de faire autrement. Nous voulions donc un lotissement à visée sociale, économique et environnementale. Ça a été dit par Salvatore, les 3 piliers du développement durable. Alors, un projet avant-gardiste, c'est vrai. Donc, obligatoirement, quand c'est avant tout le monde, on suscite encore plus le doute. Mais comme nous étions persuadés que ce sera les constructions de demain, eh bien, voilà, et une nouvelle façon de vivre et d'habiter, on s'est presque décidé tout de suite. Mais le déclic, en fait, ça a bien été la rencontre avec le maire et les élus de Distrof, que je remercie donc encore aujourd'hui pour nous avoir invités et nous permettre de discuter avec eux. Nous avons fait la visite du lotissement
Et là, bien sûr, on a vu concrètement que cela était possible. Et à ce sujet, moi, je voudrais préciser combien il est important justement de partager ces expériences parce qu'il y a toujours des choses à apprendre chez les uns et les autres. Alors, les doutes, ils ont été levés tout simplement en travaillant sur le lotissement. Alors bon, c'est vrai, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, vous vous en doutez, comme à Distrophe, pareil, hein, on a mis beaucoup de temps, il n'est pas tout à fait terminé encore, j'en parlerai. Donc, travailler sur ce lotissement, ça a été effectivement déjà au début, tout de suite, la formation des élus sur les 3 concepts donc, du développement durable, avec également l'association Les Amis de l'ADEPA. Là, nous avons copié tout à fait ce que faisait Distrophe. Et puis, donc, la mise en place tout de suite d'un comité de pilotage composé donc de 18 personnes, des élus, des habitants, la communauté de communes du Sud-Messin, donc l'association ADEPA et une assistante à maîtrise d'ouvrage. Il y avait aussi le CAUE au début et tout ce petit monde a travaillé donc sur le projet. Et ces réunions de travail ont été très nombreuses. Je ne les ai pas comptabilisées, mais c'était toujours très, très, très bien, même si on n'était pas toujours d'accord, hein, mais c'est ça, les réunions et les discussions. Et comme à Distrophe, ça se terminait toujours de façon conviviale, style auberge espagnole. Et là aussi, donc, à souligner pour les équipes, c'est que la convivialité est indispensable. Parce que travailler, c'est bien, mais partager autrement ensuite, c'est mieux. Marie-Thérèse, vous ne le voyez pas, mais Fabienne est en train de passer les photos. Oui, vous voyez bien? Je ne vois rien. Comment je pourrais faire donc, pour voir Ouais. J'ai peur de cliquer sur un truc, puis après, je ne serai plus du tout là. Alors, là, on voit le… ça y est. J'ai remis la caméra et c'est bon. Oh, je suis nulle. Bon, bref. Ah, c'est pas grave. Oui, on est sur le coucher de soleil, là. Voilà. Et voilà. Et là, le bassin. Là, c'est le bassin central. Alors, des choix ont été faits, bien sûr, en comité de pilotage par rapport à tout ce travail qu'on a fait, qui ont tous été soumis au conseil municipal, bien entendu. Alors, je vais vous parler un peu des choix essentiels. Hein. Le terrain a été aménagé par la commune, donc je le répète, 1,6 hectare, mais libre de construction. Hein. On aurait pu construire aussi les maisons, mais ce n'était pas notre choix. Donc, afin d'orienter les futurs acquéreurs, l'originalité qu'on avait, c'est qu'on proposait aux futurs acquéreurs un modèle de maison bioclimatique pour les aider dans leur choix avec des plans pour le permis de construire. Nous avons fait le choix aussi de maisons individuelles jumelées. Toutes les maisons sont jumelées. Et ça n'a pas été un choix facile, mais nous y sommes arrivés. Nous avons fait le choix aussi de garder la maison existante, puisque quand on a racheté une propriété, il y avait une grosse maison dessus et on a souhaité la garder. Les surfaces, bien sûr, des parcelles, hein, c'était des petites parcelles, choix également, hein, de 2 à 4 arbres, ce qui représentait 32 parcelles, plus nous en avons conservé une plus grande de 19 arbres qui était destinée à de l'habitat participatif, là aussi, mais c'est un échec pour l'instant, j'en reparlerai tout à l'heure. Le choix aussi, c'est une rue à sens unique, donc on y roule à 20 km/h, elle a 4 mètres de large, donc c'est peu. Pas de sortie sur la départementale 913, mais une liaison piétonne et cycliste vers le collège, qui est situé juste en face, avec bien entendu un passage ultra sécurisé sur la départementale. Et puis un cheminement, une placette autour du bassin, 2 parkings collectifs, parce que là aussi, la place de la voiture, il faut y songer. Les choix essentiels ont été, bien sûr, l'évacuation des eaux pluviales, hein, avec son bassin central d'agrément, donc c'est pas le bassin de rétention traditionnel, hein, c'est un bassin central d'agrément,
qui assure une fonction de stockage des eaux pluviales, donc également pour les précipitations exceptionnelles. Un réseau de noues qui assure l'infiltration des eaux pluviales et une citerne enterrée sur chaque parcelle qui assure un stockage tampon des eaux pluviales. Alors là, si vous voulez, vous pouvez passer un petit peu de vidéo, Corinne. Oui, j'y vais. 2,35. Bien. Et je passe. Donc là, c'était pour, pour illustrer les propos sur la gestion des eaux fluviales. Voilà. Et là, on va Et là, voir. maintenant, donc, on va passer à l'orientation bioclimatique des parcelles. Donc, Salvatore nous l'a très bien expliqué, hein, donc très, très important, tout orienté plein sud, bien entendu. Et là, il y a une toute petite vidéo également de 4,18 à 5,01, Corinne, pour... C'est parti. Un bon aménagement urbain, c'est avant tout une bonne préparation à l'architecture. J'aime bien ce mot, c'est de dire qu'on prépare, parce qu'en fait l'architecture on ne la maîtrise pas. Donc il faut pouvoir rendre possible que chacun fasse son monde sans qu'il ait une nuisance entre guillemets d'ensoleillement, de masque solaire avec le voisin. C'est pour moi une certaine logique qui devrait être appliquée à toutes les habitations. Exemple concret, toutes les ouvertures de chaque habitation dans cet écoquartier seront orientées plein sud. Ce qui est justement pour les habitants primordial parce qu'on récupère la lumière déjà du soleil, y compris sa chaleur. Donc du coup, on dépense moins justement en termes de chauffage et en isolation, etc. Donc pour moi, c'est une logique de construction qu'il faut aussi appliquer à une logique de vie. Merci Corinne. Alors, beaucoup d'espaces verts également, très nombreux, plus de 25 essences de végétaux. On a souhaité aussi installer un merlon le long de la D913, bien végétalisé, un arbre fruitier dans chaque parcelle, des haies arbustives séparatives, j'en reparlerai tout à l'heure également. Alors, le choix aussi a dû être fait au niveau du prix des parcelles, bien sûr. Nous avons fait le choix d'un prix égalitaire allant de 16 à 20 000 euros l'art. Un autre choix qui a fait couler beaucoup d'encre, c'était un peu drôle et on se défoulait un peu là-dessus, c'était l'installation d'un poulailler, donc on a fait ce choix. Et puis aussi le chantier vertueux, pas de transfert de terre, toute la terre est restée sur place et nous avons souhaité donc des entreprises respectueuses, etc. Mais là, par contre, je peux vous dire que c'est pas facile du tout. Vous voyez, ce panneau était installé à l'entrée du lotissement. Alors, le comité de pilotage a élaboré également un livre blanc, très important selon 8 thèmes à ambition écologique, qui est donc ce livre blanc, un véritable guide pour les aménageurs et les futurs acquéreurs. Il rassemble donc toutes les orientations et les nombreux conseils aux futurs acquéreurs. Et alors là, il y a... Oui. Il n'y a pas une vidéo là, non. Non, c'était les photos. C'était les photos, oui, bon, c'est pas important. Je passe quelle photo parce que du coup, je les ai passées avant. Est-ce que je les repasse, les photos? La photo 3, tu passes. La photo 3, d'accord. Et puis, il y a eu également donc l'élaboration d'un cahier des charges pour la commercialisation. Alors là, c'est une photo des ateliers Didier qui nous expliquait, il nous faisait travailler et cogiter. Alors, comment bien s'entourer? Ça, c'est très important, bien sûr, indispensable, car les élus ne sont pas des techniciens et il faut faire appel à des professionnels ou des amis ou des associations. Et là, bien sûr, les amis de l'ADEPA ont été très précieux. L'AMO, l'assistante à maîtrise d'ouvrage, qui est donc un expert conseil auprès de la commune, puisque c'est la commune qui était maître d'ouvrage, a joué un rôle très important et s'est très impliqué dans le projet.
Et nous avons également, après tout ça, choisi un maître d'œuvre. Et là, nous avons fait le choix d'une équipe qui comprenait un archi-urbaniste, un bureau d'études et un paysagiste. Il a fallu aussi travailler avec le notaire, le seul notaire, donc celui de la commune, notamment pour l'acte de vente des parcelles, mais pas que. Et puis s'entourer aussi avec les services urbanisme de la communauté de communes du Sud-Messin. Et bon, penser un peu à l'Europe, car nous avons sollicité des fonds européens. En ce qui concerne la commercialisation, ça c'était un peu particulier également, puisque ce sont les élus qui ont vendu les parcelles. Donc on rencontrait les futurs acquéreurs, voire les constructeurs. Bon, il y a eu du retard malheureusement à cause de la crise sanitaire. Durant un an, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. Mais le fait de commercialiser nous-mêmes, alors ça a pris énormément de temps, c'est vrai, mais pour ma part, c'est positif parce que ça permettait aux élus de donner toutes les explications utiles et vendre aussi la vie à Berny, pardon. C'est-à-dire que les gens qui venaient, qui faisaient le choix, savaient où ils allaient habiter, connaissaient déjà la commune, devaient respecter le cahier des charges, etc. Et même si toutes ces rencontres n'ont pas abouti, elles ont toutes été bénéfiques. Alors, des ateliers ont été aussi organisés avec les futurs acquéreurs et les habitants de Verny. Et c'était également ces ateliers, bien sûr, pour les élus, des points forts, car ils ont également acquis des compétences lors de ces ateliers et ils ont pu mettre à profit pour d'autres projets dans la commune. Alors, Salvatore nous a parlé aussi de la communication tout à l'heure. Bien entendu, la communication est plus qu'importante. C'est un outil indispensable avec deux panneaux publicitaires dans le village. On les voit là sur la vidéo. La presse, les radios, 2 réunions publiques. Hein, il ne faut pas avoir peur de ces réunions pour expliquer. Aussi faire des manifestations dès qu'il se passe quelque chose dans le lotissement, par exemple le premier coup de pioche, ça fait parler du lotissement, etc. Des flyers, une plaquette de présentation du projet, 2 lettres d'information, enfin tout ça je pourrais éventuellement le donner. Des articles dans les différents supports de communication de la mairie, bien entendu, et des visites du lotissement, notamment la visite par les écoliers. Là, on voit, c'est tout à fait là, les nappes, ces nouvelles activités périscolaires à l'époque qui n'existent plus à présent et qui ont visité le lotissement, voilà, pour leur faire connaître aussi. Et aussi une vidéo, bah, vous en avez vu quelques passages sur le futur lotissement et sur la vie à Berny, parce que quand on veut commercialiser, il faut vendre aussi sa commune. Les enseignements que je peux en tirer et que nous pouvons en tirer, bon, c'est vrai qu'on était peut-être trop en avance, mais c'est jouable. C'est vraiment, puisqu'on y est arrivé. Pour les nous, alors là, je vais peut-être être un peu technique, je m'en excuse, mais je crois que c'est peut-être important de savoir que les nous, par exemple, nous n'avons pas de regrets, mais on les a intégrés à l'époque dans les terrains. Et ça consommait donc du terrain pour les propriétaires et je crois que c'est préférable de les laisser dans l'espace public et que ce soit un entretien communal, peut-être, ce sont des questions. Et il faut aussi, je crois, tenir compte du décalage, car toutes les parcelles ne se vendent pas en même temps et c'est quelquefois un peu compliqué, notamment pour les ateliers qu'on organise. Tout le monde n'est pas là au début, etc. Bon, ça, ce serait peut-être organisé autrement. Les citernes aussi dans les terrains, ne faut-il pas être plus ambitieux? Je crois que oui. C'était une citerne de 6000 litres, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait l'équiper de suite pour les toilettes et les lave-linges. Ce serait l'idéal. Là, c'était essentiellement pour arroser le jardin. Mais elles pouvaient s'équiper, elles peuvent quand même être équipées pour les toilettes, seulement c'était un coût supplémentaire. Alors les haies, nous avons mis beaucoup de haies également pour délimiter les parcelles. Et là, une leçon à tirer, c'est qu'il faut les planter après les constructions, car cela gêne les entreprises et malheureusement, certaines ont disparu.
En ce qui concerne une rue aussi, la rue, une seule rue donc qui est provisoire bien sûr, puisque on dit que cette rue, elle doit être terminée quand tout est construit. Et je crois qu'il faut être vigilant là quant aux matériaux, car le provisoire peut durer et ça crée des problèmes de route qui se dégradent vite. Et à ce moment-là, ce n'est pas facile à vivre par les habitants. Et je répète que le chantier a pris du retard, donc ça s'explique aussi. Quant à la parcelle, celle qu'on appelle la parcelle 16, donc la parcelle de Neuvard, qui est dédiée à l'habitat participatif, c'est compliqué. Je suis persuadée, on est en avance, oui, on est en avance, mais on y viendra, on en entend quand même pas mal parler, on y viendra aussi. Pour l'instant, tous les projets, parce qu'on a eu des contacts, etc., de beaux projets, ils ont tous échoué. Et aujourd'hui, la commune est en attente d'une réponse que j'espère positive, qui peut être géniale pour compléter ce quartier. Donc, on espère. Alors, aussi, un enseignement peut-être, c'est le prix des parcelles. On a fait le choix d'un prix égalitaire, mais la question se pose, par exemple, les parcelles les plus attractives devraient être plus chères que les autres, afin de compenser les moins attractives. Et la plus grande surface, donc dédiée à l'habitat participatif, devrait être moins chère aussi. Je parle du prix de l'arbre, bien sûr. Un petit regret, c'est qu'il y a peu de maisons passives. Alors, on n'a pas fait le choix de mettre 5 000 € chez les acquéreurs comme un distrophe. Peut-être qu'on en aurait eu davantage. Mais c'est vrai que les maisons passives, c'est un tellement gros investissement au départ, alors que c'est pourtant l'avenir. Et puis en conclusion, bon, tout ça, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, c'est clair. On ne va pas compter les heures de réunion, les tracas, bon, ce n'est pas la peine. Hein. Le principal, c'est qu'on peut dire que le pari a été réussi. C'est ça qui est important grâce au travail des élus et de tous ceux qui nous ont accompagnés, que je remercie infiniment. Je remercie aussi, bien sûr, Salvatore, parce que, bon, ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, Salvatore et son équipe, ça a été le déclic. Et c'est un projet, on peut dire, de qualité, porteur de sens, qui n'a pas conduit la commune à la faillite, parce que ça nous était reproché par notre opposition. Et on n'en est pas là, au contraire. On a une vraie mixité sociale aussi et d'âge, des jeunes sans enfants, des couples sans enfants, des couples avec enfants, des personnes âgées, une famille monoparentale, enfin, voilà, une vraie mixité. Et plusieurs types d'habitat aussi, ce qui n'est pas négligeable, et je crois des gens heureux d'habiter là. Alors, quand tout sera terminé, quand la végétation aura pris toute sa place, il faut encore prendre un peu de temps, il reste une maison à vendre, hein, plus cette parcelle 16. Ce quartier, donc, je pense, sera très agréable à vivre et à voir. Et là, on va mettre donc en conclusion la vidéo. Et Didier, qui nous a aidés, c'est l'avenir. Merci. Vous voyez là? Non. Là, vous voyez pas? Non, on ne voit pas. Aussi Non, non. peut-être. Ah bah voilà, là on entend. Et vous voyez là ou pas, non? Non, toujours pas. Non. Ah, c'est bizarre ça, parce que... On viendra sur place. Oui, voilà. Ça fait rien. Bah, c'est bizarre parce que mon écran... On voit les dossiers là. Voilà, on va faire les 2 visites guidées dans les 2 communes, Distrophe et Verny. Voilà, notre prochain programme. Ouais, mais je ne comprends pas. J'aurais voulu vous donner encore plus envie en vous montrant les dernières. Parce qu'en fait, j'ai bien l'indication que je suis en train de partager mon écran. Ah. Ouais, c'est un partage, mais sur les dossiers. On voit les photos en tout petit et la vignette de la vidéo. Ah bon? Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, mais c'est... Et là, pareil. Ouais. Oui. On voit l'arborescence du bureau, en fait.
Je suis vraiment désolée. Pourtant, tout à l'heure, on a entendu le début hein, de la vidéo, de la conclusion. On a entendu parler. Donc, c'était bon. Attendez, je recommence. Désolée. Non, mais c'est pas grave. La conclusion, c'est de dire que ben voilà, hein, il faut y aller et c'est l'avenir et il ne faut pas avoir peur. Bon, ben, on y arrive, oui. Voilà, ça va être là, je crois. Là, vous voyez? Oui, on voyait, oui. Alors, attendez, hop. Oui, cette fois-ci, on voyait. Chacun, dans son secteur, dans son coin, fait sa part, aussi petite soit-elle. Cela peut aider à protéger cette planète. Un choix pour l'avenir, tout simplement. Ah ben, on ne voit pas Didier. On n'a pas vu Didier. C'est pas grave. Voilà, en fait, c'était une note poétique avec cette petite feuille qui butine. Merci beaucoup pour ces 2 témoignages vraiment très intéressants et qui sont très, très inspirants, je trouve. Et on voit que, enfin, je vais certainement synthétiser en oubliant plein d'enseignements, mais on voit la dimension de la convivialité, de la formation des élus, du travail avec les citoyens, de bien s'entourer. Voilà, on voit que c'est pas simple, mais finalement, vous êtes arrivé à 2 projets vraiment qui socialement sont très intéressants, que ce soit en termes de mixité sociale, d'amélioration du cadre de vie, et puis surtout qui ont contribué à minimiser les impacts sur l'environnement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il nous reste un peu de temps pour les questions, justement. Est-ce que dans le chat, il y a des questions ou est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient poser des questions? Vous enlevez, enfin vous mettez le son et puis n'hésitez pas à poser une question. Ou je ne sais pas s'il y en avait dans le chat. Non, moi j'avais juste trouvé vraiment bien d'avoir pu faire accepter des maisons jumelées dans un lotissement parce qu'en tant qu'accompagnant les élus dans les communes au niveau du SCOT, c'est vrai qu'on de plus en plus on essaye d'expliquer que les formes urbaines doivent évoluer, ne serait-ce que pour consommer moins de foncier. Et j'avoue que c'est très, très difficile. Mais encore une fois, je pense que je l'expliquais, c'est qu'on est dans un milieu beaucoup plus rural que chez vous, où vous êtes quand même dans des aires métropolitaines. Et finalement, on avance peut-être plus vite dans vos régions plutôt que chez moi, parce qu'effectivement, pour l'habitat aujourd'hui, les formes, c'est très souvent la maison individuelle et de très grandes parcelles. Et quand je dis grandes parcelles, c'est 20 arts, quoi, 15 à 20 arts. Quand vous dites, madame, 2 à 4 hectares, 2 à 4 arts, ou monsieur Larocca, mais je me dis, mais c'est impossible chez nous, c'est pas possible. Donc voilà, je crois que la difficulté, c'est ça, c'est de pouvoir exporter vos exemples dans d'autres territoires, dans d'autres types de territoires, et c'est un vrai challenge, quoi. Voilà. De toute façon, si je peux prendre la parole. Oui, bien sûr, mais allez-y, Marie-Thérèse. De toute façon, on va y être obligé, hein, c'est clair, hein, puisque la consommation de terres agricoles va être interdite, etc. Regardez nos SCOT, ce qu'ils préconisent, etc. Donc, moi, je disais toujours à mes amis et à d'autres, la petite maison dans la prairie, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir fait le choix de maisons jumelées, on s'est rendu compte au moment de la commercialisation que c'était rédhibitoire pour quelques futurs acquéreurs. Hein. Ils n'en voulaient pas, donc ils n'ont pas voulu venir habiter là parce que la maison était jumelée. Mais on y arrive quand même, et je crois qu'il faut pas hésiter. Et puis ça permet aussi aux gens de vivre, pas ensemble bien sûr, mais peut-être de s'entendre mieux, parce qu'ils savent qu'ils doivent faire attention à leurs voisins, quoi. Hein, ils ne sont pas seuls. Voilà, des petits exemples.
Salvatore, allez-y. Oui, si je peux rajouter, pour nous, ça n'a pas été un problème, les maisons jumelées, même les maisons en bande, les gens les ont acceptées. Alors, c'est vrai qu'au départ, certaines familles se sont ruées sur les belles parcelles avec la petite maison au milieu de la prairie. Mais pour tous les autres, ça s'est très bien passé aujourd'hui. On n'a aucun retour négatif par rapport à ça, quoi. Et au contraire, cet après-midi, c'est le fait du hasard. J'ai un couvreur qui est passé chez moi, là, parce que j'ai la chance d'habiter cet écoquartier, qui a dit « Oh, mais c'est quand même chouette chez vous, là, le quartier, là. » Et il disait « Oui, c'est quand même bien, les gens qui habitent un côté des autres, ils peuvent se parler. C'est mieux que parler d'un autre lotissement un peu à peine à 5 km d'ici, où les gens ont construit des murs de 2 mètres tout autour des maisons, quoi. Et les gens ne se voient pas. » Donc voilà, la convivialité, je crois qu'aujourd'hui, peut-être que le Covid, il aide à penser la vie autrement, mais je pense que c'est utile. Il faut continuer à se bagarrer, enfin proposer des choses de plus en plus logiques, quoi. Mais pour nous, ça n'a pas été un frein, voilà, je voulais dire. Ok. Il nous reste 2-3 minutes pour une question ou une précision, une demande de précision. Si je peux prendre la parole. Allez-y, Axel. Ouais. En fait, moi, je suis là en tant que citoyen. J'ai aussi une partie de mon activité pro qui peut se rattacher un peu à tout ça parce que je fais de l'accompagnement sur de l'aménagement extérieur écologique, avec la permaculture notamment. Enfin, mais c'est plus en tant que citoyen, moi, que je suis là parce que je suis assez convaincu que c'est au niveau des communes qu'on peut bouger. Il y a des échelles sur lesquelles on peut agir et d'autres pas. Et moi, en tout cas, je voulais remercier les 2 intervenants là qui ont partagé cette expérience parce que je trouve ça assez, assez courageux aussi de l'avoir expérimenté et puis surtout plein d'espoir. Et j'aimerais vraiment je me demande si c'est possible, mais moi en tant que citoyen, je sais que j'aurais pas d'impact en essayant de faire avancer les choses comme ça auprès des élus. Par contre, d'élu à élu, qu'il y ait une communication ou des témoignages ou des retours d'expérience comme ça qui soient faits, je pense que ça peut plus parler parce que vous avez l'expérience, vous savez là où ça va bloquer, vous savez les contraintes qu'il y a eu, ce qui a été des avantages aussi, vous avez les chiffres. Et voilà, donc c'est pour ça tout à l'heure dans un commentaire, je disais pourquoi pas faire une tournée, mais pourquoi pas des élus comme ça qui ont cette expérience, organiser une sorte au niveau régional des petites conférences ou des petites meetings comme ça à droite à gauche pour aller vers les autres élus justement qui ont pas ça en tête peut-être et donc n'iraient pas spontanément chercher l'information, mais qui, voilà, si on vient leur apporter, peut-être leur amènerait une réflexion. Voilà. Oui, Axel, alors vous renforcez ce que disait Salvatore tout à l'heure en disant que c'est les visites qu'il avait faites, c'était à l'époque dans le cadre de notre association et d'un projet européen, les visites entre élus sur place, vraiment, on sait que c'est très nourrissant. D'ailleurs, notre association est en train de constituer un réseau d'élus et on va remettre au goût du jour les visites. Bon, on espère que le Covid ne nous en freinera pas, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va remettre au goût du jour parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment très important pour les élus d'échanger ensemble et de visiter. En tout cas, merci encore. En tout cas, nous, on aime bien accueillir. Voilà. Voilà. Merci. Mais pour l'instant, on a plus d'élus de communautés de communes wallonnes qui sont venus en bus pour visiter que d'élus locaux. Voilà. Les proches maires du coin, il n'y en a pas beaucoup qui ont encore compris, quoi. C'est triste à le dire comme ça, mais la révolution, elle n'est pas là, quoi. Ouais. Mais il faut se battre, tu as raison, Axel, vous avez raison, il faut continuer, il ne faut pas jeter l'anathème, mais il faut continuer à se battre. On va y arriver. Oui. Je pense que la loi climat et résilience va apporter vraiment une révolution dans l'urbanisme. Je pense en tout cas. Enfin, je l'espère en tout cas. Okay. Je pense que le travail est aussi à faire au niveau des communautés de communes. C'est peut-être plus facile d'organiser une petite conférence un soir dans une communauté de communes en se déplaçant, en allant à la rencontre d'autres élus que d'attendre que les gens viennent visiter. Après, s'ils veulent venir visiter, ils viennent. Mais je pense que nous avons tous ensemble, et citoyens et territoires, la région, l'Adréal, on a tous un travail à faire pour mieux communiquer et partager ces expériences-là. Voilà. En tout cas, jeunes retraités que nous sommes, nous, on est partants.
Tu as raison de dire que les intercos peuvent être un endroit, enfin un lieu qui peut être vecteur de réflexion, etc. Moi, je sais que dans mes 2 mandats d'élu, j'ai toujours trouvé que on ne réfléchissait pas assez, on avait toujours le nez dans le guidon, hein, et on ne prend pas le temps de se poser, et c'est ô combien dommage. Donc, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire en direction des élus, parce que il y a aussi des élus de petites communes qui s'imaginent même pas ce qu'on peut faire, hein, et je crois que vraiment il y a un gros travail à faire. Alors, Corinne, au boulot, hein, continuez. Ok, bah écoutez, il est 20h. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on s'arrête ce soir? Tout en se disant qu'on se retrouve le 1er février de 18h à 20h, et vous pouvez déjà bloquer la date du 18 mars pour la rencontre régionale. Pour une visite d'un site. Alors évidemment, on choisira un site qui est sur l'axe Metz-Nancy pour permettre aux Alsaciens, à ceux de la Champagne-Ardenne et aux Lorrains de venir, parce que si on fait trop excentré, ben malheureusement, notre région est grande et on risque de perdre des personnes. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on s'arrête? Juste une précision sur les documents. Oui, je vous enverrai le replay. Malheureusement, j'ai oublié de l'enregistrer dès le début, mais ce n'est pas grave. L'essentiel des propos des intervenants y seront. Je vous envoie ça et les supports et puis la vidéo. Enfin, je vous envoie tout ça dans un gros dossier, WeTransfer au gros dossier, parce que ce sera assez lourd. Je vous envoie ça prochainement. Corinne. Moi, si je pouvais dire quelque chose. Oui, allez-y, monsieur Guidon. Oui, je fais partie du collège, je fais partie du C3D, du Conseil de développement durable de la métropole de Nancy. Et j'étais vraiment très intéressé. Je ne sais rien sur le sujet, pas grand-chose. Mais il se trouve que je vois bien ce que sont nos élus et qui travaillent, j'allais dire, hors sol sur ces sujets-là. Et je pense que le Conseil de développement durable, entre autres, doit intervenir sur ces sujets-là. Et je pense que c'est par ce biais-là que certains de nos élus, peut-être, évolueront vers des situations comme celles que vous nous avez proposées. J'en suis intimement persuadé. Je ne sais pas si on a vraiment une action à faire, mais je pense que comme on travaille sur un temps long, pas à long terme, hein, mais sur un temps long, on a la réflexion, on n'est pas dans la nécessité de prendre les décisions immédiatement. Donc, tout ce pouvoir de réflexion, je pense qu'on l'a et on peut proposer des choses. Et j'ai l'impression que dans la mesure où on propose des choses bien construites, bien senties, éventuellement une proposition de visite ou de faire venir des intervenants, je pense que ça pourrait évoluer. Je vois sur le Grand Nancy, je pense que c'est des choses qu'on pourrait faire. Voilà. En tout cas, merci infiniment, parce que moi, j'ai appris un tas de choses. Eh bien, écoutez, je me réjouis que ça ait pu vous inspirer et vous alimenter. J'attends avec intérêt la suite. Ok, ben, vous pouvez bloquer sur votre agenda le 1er février. Noté. Je vous souhaite à tout le monde un grand merci pour les intervenants et merci aux participants pour leur attention. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve le 1er février. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonsoir. Bon travail. Et bonne fête de fin d'année. Oui. Merci vous aussi. Merci vous aussi.